Welcome everyone to this afternoon session of the International Soyez les bienvenus à cette réunion de cet après-midi. Nous avons organisé cela avec l'aide du bureau de Bruxelles. Nous nous sommes réunis, plus de 150 universités de 4 continents qui ont participé à divers groupes de travail pour commencer à travailler à ce forum. Cette séance-ci va s'occuper de la lutte et de ce qui est nécessaire pour améliorer les conditions dans le secteur de l'eau. De nombreux pays participent avec leurs syndicats qui tous s'engagent à travailler à la préservation et la protection des ressources hydriques et à leur gestion. Quelques points techniques là. Commencer. Nous disposons d'interprétations simultanées. Vous l'aurez réalisé en anglais, en français, en espagnol et en grec. Mais l'interprétation du grec est indiquée par les lettres PT pour portugais. Vous pouvez donc pousser sur le bouton en forme de globe terrestre au bas de votre écran. Short interruption. Une petite interruption. Il semblerait qu'il y ait un problème avec les interprètes grecs. Est-ce que je peux avoir le chef d'équipe des interprètes qui nous indique ce qui se passe? Bonjour, c'est Miranda et je parle sur le canal portugais. Hola, Carla. Ok, apparemment Federico c'est carry on. Okay, yes. I was saying I'd like to present myself. I'm Federico. Donc, je disais que je voudrais me présenter. Je suis le coordinateur et je vais modérer cette séance cet après-midi. Donc, j'ai déjà trop parlé, je crois, et je voudrais inviter le représentant européen de nous faire une courte introduction sur toutes ces questions. Pablo, vous avez la parole. Je vais parler en espagnol. Un message de la part de Javier de Commission ouvrière qui a des difficultés à participer, difficultés techniques. Il faudrait donc voir ce qu'on peut faire. Et donc, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je remercie les organisateurs de toute la conférence, en fait. J'ai passé plusieurs heures à écouter la séance d'ouverture. Je me présente, je suis Pablo Sánchez. Je vis et travaille à Bruxelles, en Belgique. Je suis le responsable des campagnes et en relation avec la presse de la Fédération syndicale européenne des services publics, syndicat qui organise 300 organisations dans 37 pays d'Europe, de l'Union européenne et plus, Kazakhstan, etc. Et dans les secteurs de la santé, organisations locales, régionales, énergie et l'eau. En 2012, nous avons coordonné la première initiative européenne pour le droit humain à l'eau, à l'accès à l'eau. Et aujourd'hui, nous avons une série de personnes qui vont nous parler, qui viennent d'Europe surtout et des Amériques, et cela pour discuter
de l'eau et du rôle de l'eau dans le climat et de gestion. Nous parlerons de gestion, bien entendu, thème important pour nous s'il en est. Première réflexion que je voudrais vous livrer, c'est celle-ci. Et c'est quelque chose, en fait, hier, lors de la séance d'ouverture, on a beaucoup parlé d'énergie, de l'énergie dont on a besoin, de son importance, sans prêter d'importance, en fait, à l'énergie ici. Mais j'ai remarqué l'absence de cet autre élément qui est essentiel pour la vie humaine, pour la vie économique, finalement pour tout, à savoir l'eau. Et en outre, à la différence de l'énergie, nous ne pouvons pas la produire artificiellement. Donc l'eau en tant que ressource, service public, bien public, c'est quelque chose que nous savons, nous, les récepteurs, et les autres orateurs nous diront si l'eau est la petite sœur par rapport à la discussion sur le changement climatique ou par rapport à d'autres secteurs de l'énergie ou des transports, l'assainissement. Ce sont des thèmes là que nous devons essayer de placer un peu plus haut, à savoir les questions de la relation entre l'eau et le climat, la gestion des ressources en eau, etc. Aujourd'hui encore, l'eau, à la différence de ce qui se passe pour l'énergie au niveau mondial et dans la majorité des pays, avec quelques exceptions certes, où le marché a vraiment commencé à fonctionner, l'eau essentiellement est gérée au niveau local par les autorités publiques. On va voir qu'il y a énormément d'exemples de tentatives de gestion d'une manière ou d'une autre, mais il existe encore un cadre législatif relativement moins hostile que pour ce qui se passe dans le domaine de l'énergie, où là, il y a des fortes multinationales qui poussent à la privatisation des ressources énergétiques d'une manière tout à fait brutale. On a vu comme, par exemple, Amazon s'occupe de cela, et dans le niveau de l'eau, on voit qu'elle essaye de faire la même chose. Malgré cela, ces derniers mois, nous avons vu arriver sur le marché des futurs de la bourse nord-américaine, nous avons vu l'eau y faire son apparition. On a vu que l'on peut négocier en bourse, négocier l'eau, c'est une grande nouveauté et un grand danger pour nous tous qui pensons que la gestion des ressources doit être réalisée d'une manière démocratique, participative et pour l'intérêt de l'ensemble de la population et pas seulement celui de quelques actionnaires des multinationales. Je crois que cela doit nous faire entendre qu'il y a un danger et donc être très actif dans le domaine du respect de l'environnement et de bien savoir que l'eau y est dans une position centrale. Enfin, avant de passer la parole à d'autres, Federico vous a fait un résumé. Je voudrais vous dire que l'objectif de ce séminaire ou de ce débat est de finir avec quelques propositions bien concrètes que l'on puisse donc, auxquelles on peut souscrire d'ici là pour construire des alternatives. Nous en avons tous au niveau local, au niveau régional ou étatique même, pour essayer d'internationaliser nos propositions, donc, et que ces propositions deviennent populaires en quelque sorte au niveau du mouvement syndical, de la population au niveau global, mondial.
C'est un peu tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Une fois encore, je remercie ceux qui ont organisé ceci et je ne voudrais oublier personne, particulièrement ceux qui accueillent cette réunion. Et je voudrais passer la parole à Didier Dumont de la CGT et vous demander d'être bref. Didier. Oui, bonjour. Donc, je vais intervenir ici pour la CGT, effectivement, dans le domaine de l'eau et plus particulièrement dans le domaine de l'assainissement. Alors, je vais essayer de parler doucement pour laisser le temps aux traducteurs d'apporter les traductions nécessaires. Donc, effectivement, comme Pablo l'a souligné dans son intervention, lorsqu'on parle bien souvent d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, bien souvent, on pense à tout un tas de choses en avant-lieu de parler de l'eau, et on parle encore moins, bien sûr, de l'assainissement, qui est aussi, je dirais, le parent pauvre lorsqu'on parle du domaine de l'eau, puisque si on fait un petit historique, l'eau a été depuis des années cherchée à être apportée aux citoyens directement au robinet dans beaucoup de ménages. Seulement, l'assainissement, il n'en a pas été de même. Et historiquement, si on s'est aperçu à peu près il y a une centaine d'années qu'il fallait traiter les eaux usées avant le rejet dans la nature, en réalité, vraiment, l'épuration des eaux a à peine 50 ans d'histoire, ce qui est bien moins que l'histoire qu'il y a sur l'eau. Et donc, effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de progrès à faire en la matière, et notamment sur l'environnement, la défense de l'environnement, la défense et les luttes contre les changements climatiques, mais également, je tiens à souligner ici, puisque nous traversons en ce moment même quand même une crise sanitaire et épidémiologique quand même très importante avec le Covid-19, qu'effectivement, l'assainissement joue un grand rôle majeur pour apporter et dépolluer les eaux sur ce qui va être rejeté dans le milieu naturel, puisqu'effectivement, on arrive à épurer les eaux du virus du Covid-19 à plus de 98%, ce qui fait qu'effectivement, lorsqu'on rejette dans la nature une eau qui est rendue plus potable, c'est donc plus facile après de puiser dans la ressource et d'améliorer la potabilité de l'eau pour la transporter après au ménage. Pour prouver qu'effectivement il y a eu du retard, il y a eu plusieurs condamnations dont la France a été également contrainte, c'est-à-dire que aujourd'hui les directives européennes obligent un traitement des eaux résiduaires urbains, et on a vu que la France a été condamnée pour le retard qu'elle a pris en la matière et que d'autres pays sont également condamnés parce qu'il y a toujours effectivement des retards en la matière. Et donc, c'est bien la preuve que quelque part, l'eau, l'assainissement n'est pas mis sur le devant de la scène comme il faudrait. De plus, ça, ce que je précise, c'est pour effectivement les pays qui sont assez riches et les pays qui sont développés. Pour les pays qui sont en cours de développement et les pays qui malheureusement sont pauvres en ressources hydriques, ben, ils n'ont pas effectivement la même problématique. Et là, ce qu'il y a besoin de développer, c'est effectivement une solidarité internationale envers ces pays-là. Et aujourd'hui, il y a un domaine qui a été mis en place et porté par l'international des services publics. C'est auprès de l'ONU, c'est les coopérations publiques, puisqu'il y a effectivement, si on regarde au niveau mondial, beaucoup plus d'opérateurs dans le domaine public que dans le domaine privé qui apportent l'eau et qui assainissent les eaux usées. Et donc, effectivement, il est primordial de développer ces coopérations publiques-publiques pour empêcher justement, comme a évoqué aussi Pablo dans son intervention, la marchandisation de l'eau qui se met en place dans les traités et tous les accords internationaux, les accords commerciaux, notamment comme le CETA, qui prévoit effectivement
de commercialiser l'eau. Et donc, développer les coopérations publiques permet d'éviter que, après les services qui ont été, je veux dire, aidés par des partenariats publics-privés, eux, derrière le privé, en général, quand il apporte une aide, eh ben, il apporte une aide pour essayer de récolter le marché. Donc après, ça facilite à la privatisation de ce système. Donc les coopérations publiques-publiques peuvent, d'une part, contrer la privatisation dans ce domaine qui est galopante, malheureusement, et en même temps apporter beaucoup plus de solidarité envers les peuples, puisqu'elle permet après aux peuples qui reçoivent cette assistance de gérer eux-mêmes leurs propres services publics et de développer leurs propres ressources après en eau. Cependant, effectivement, se place ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il va falloir, si on veut avoir une solidarité efficace, si on veut lutter efficacement pour apporter à l'ensemble des citoyens du monde une eau potable et assainir un assainissement, il va falloir que l'eau soit sortie des lois du marché et ne plus permettre qu'il y ait des accords commerciaux. Et comme Pablo l'a justement souligné, permettre aujourd'hui une spéculation sur cet élément vital à toute vie sur Terre. Dès lors que, si je reprends la loi française ainsi que la directive européenne, on dit que l'eau n'est pas une marchandise comme les autres, cela veut dire que ça reste une marchandise et que l'on peut faire du commerce dessus. Donc il faut interdire le commerce de l'eau et il faut interdire la spéculation de l'eau. Ensuite, il fait effectivement ces coopérations, il faut qu'ils soient faites dans le cadre du partage avec les travailleurs des différents domaines, puisque ceux qui ont la connaissance du travail qui a effectué pour rendre l'eau potable, ce ne sont en aucun cas les grands groupes privés qui sont des actionnaires et qui ne cherchent qu'à faire du fric, mais ce sont bien les travailleurs, y compris les travailleurs des sociétés privées. Et donc, on a besoin de l'ensemble des travailleurs pour qu'effectivement, demain, on puisse apporter à l'ensemble des citoyens de ce monde une eau potable et rendre l'eau à la nature de plus en plus propre, de manière à effectivement rendre une potabilisation plus efficace. Voilà. Je ne sais pas qui a la parole après. Yes, thank you, Didier. It was really enlightening. Merci beaucoup, Didier. Vous avez très bien développé ces idées et leur importance. Et maintenant, j'aimerais passer au continent d'Amérique du Sud et de passer la parole à Adriana Marquiso de l'Union pour la défense de l'eau de la Costa de Oro. Elle va nous parler de la gestion de l'eau d'une façon plus démocratique. Adriana, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de m'avoir invité aux organisateurs. Nous avons peu de temps et donc nous allons essayer de parler de quelques concepts très rapidement. Sur la base de notre expérience au Paraguay et au nom de la plateforme que je représente et qui est une des alternatives que nous construisons constamment face à ces modèles qui veulent privatiser l'eau. Et je voudrais vous dire que précisément la commission, là où je vis, qui donc avait proposé l'idée d'une concession à 30 ans, a suscité une réaction de la population et une création s'est créée avec les travailleurs pour lutter pour une modification de la constitution paraguayenne pour promouvoir que l'eau, ressource essentielle pour la vie et son accès à un droit humain essentiel. Cette initiative a eu un aspect relatif au niveau national, régional et même mondial et a eu beaucoup à voir avec le changement climatique et sur la façon dont notre communauté, notre zone et la ville de Maldonado
a pu avoir donc le traitement des eaux qui était très varié, très variable. Et pour parler plus particulièrement de ma zone, où il y a une compagnie publique pour laquelle je travaille depuis 30 ans, ce qu'on prétendait, c'était de céder cette gestion pour 30 ans à une entreprise privée. Ça a été stoppé donc, et maintenant nous en sommes revenus à la gestion publique. Donc la question qui se pose, comme l'a dit Pablo, c'est que le thème de l'eau est invisible dans les grands débats, c'est un peu la petite sœur. Il est donc, cette invisibilité est voulue par les organismes privés. Les cabinets économiques, tous les débats sur le développement n'incluent pas les biens communs, lorsque ceux-ci sont ceux qui en fait sont la base de l'industrie. On leur accorde aucune valeur, aucune définition politique, et pourtant, donc, ils ont leur impact et ils sont impactés également. Et donc, il faut placer l'air, la terre, l'eau en tant que thème central de la non-mercantilisation, parce que nous en dépendons pour nous nourrir, pour être en bonne santé, pour avoir l'accès à l'eau comme un droit de base. Et dans d'autres réunions préparatoires, j'ai placé de cela aussi la question de financement public comme une question qui doit venir de la participation de la population et des travailleurs. Et que ces nouvelles lois, cette lutte contre la gestion de l'eau comme un bien à traiter en bourse, doit donc sortir de nos fonds citoyens, faire partie du cadre public et qui ne doit pas financer le secteur privé, qui n'a qu'un but de profit, alors que les lois, les politiques publiques, la gouvernance doivent s'occuper de ce qui est plus viable et non pas avoir besoin d'un profit pour établir un droit. Le secteur privé peut fournir des produits, mais pas gérer un bien qui est commun. Donc, la question de la gestion publique garantissant une politique que l'on peut appeler universelle ou centrée sur des populations qui en ont besoin, ou même les systèmes communautaires. Et là, je reprends ce qui a été dit sur la solidarité internationale au travers de la coopération. Moi, je travaille dans un bureau dans la coopération internationale et nationale solidaire, qui est mon organisation. Nous avons créé une plateforme sur les biens communs et populaires. Mon collègue va parler de ces biens et de ces travailleurs qui travaillent pour le bien commun. C'est un bloc important que nous pouvons associer à l'impact du changement climatique parce que ces défenseurs des territoires ainsi que les travailleurs qui défendent la gestion publique sont ceux qui rendent visible précisément ce programme qui ne peut pas échapper à ce débat au niveau général. L'eau, c'est une des ressources essentielles pour toute industrie. Et donc, la participation a joué un grand rôle dans la création de ces entités. Et bien entendu, la participation doit créer, ne doit pas être simplement un participant, qui écoute les politiques publiques que transmet le gouvernement. La création d'une politique territoriale mène à la discussion d'un changement structurel de l'organisation sociale. Comment on construit de bas vers le haut, depuis la terre vers le ciel. Et donc, c'est une organisation différente qui doit défendre donc les droits communs. Merci encore. Je voulais exposer un peu ces concepts. J'ai peu de temps, mais nous sommes à votre disposition.
Thanks a lot, Adriana. Merci beaucoup, Adriana. Well, actually, we Bon, have en réalité, problem with one of our panelists. nous avons un problème because the avec camera l'un de nos from intervenants Comisión parce que Soberana, le camarade de la Commission Soberana, Jean-Gaël Moulon, nous dit que son réseau ne fonctionne pas. Il présente ses excuses. Et bon, je propose de passer directement à l'intervenant suivant. Et j'invite donc Mera du groupe Planet Project, le Blue Planet Project, à prendre la parole et à nous faire une description de ce que la sécheresse peut signifier dans les grandes villes. Elle va également nous parler des coopérations qui mettent en danger l'utilisation de l'eau. Donc, je vous cède la parole sans plus. Merci beaucoup. Merci à la Fondation Rosa Luxembourg et Massanet de m'avoir invité ici aujourd'hui. Je suis heureuse de vous voir toutes et toutes. Il y a 2 points que je voudrais souligner compte tenu du temps restreint que nous avons aujourd'hui. L'une concerne les rapports entre le changement climatique et l'eau, à savoir que l'eau est généralement négligée lorsqu'on discute du changement climatique, ce qui est absolument révoltant parce que pour la grande majorité des personnes qui subissent le changement climatique et les impacts se traduisent souvent par des inondations et des sécheresses et la réponse des gouvernements n'est pas toujours à la hauteur. Nous savons que les gouvernements ne sont pas toujours conscients de la situation et les organismes responsables de mettre en œuvre les politiques non plus de l'impact du changement climatique et de l'eau, parce que c'est quelque chose dont ils ne sont aperçus qu'à partir des années 90 et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il y a eu un consortium appelé le Conseil de l'eau mondiale et mené par de nombreuses personnes sont maintenant au courant de l'existence de ce conseil. Mais depuis la fin des années 90, les gouvernements et les entreprises se sont réunis, mais toujours à huis clos pour discuter sur comment protéger le capitalisme du changement climatique et de l'impact de celui-ci sur l'eau, parce que les entreprises auraient de moins en moins accès à l'eau. Et depuis lors, il y a eu une prolifération de ce type de réunions avec les entreprises et les gouvernements à huis clos. Et ils doivent le faire à huis clos parce que c'est un domaine dans lequel, depuis des dizaines d'années, nous nous organisons pour pouvoir faire disparaître ce genre de réunions, pour pouvoir nous faire comprendre à cette société que compagnies de Cochabamba en Bolivie ont pris la rue et ont fait disparaître une grande entreprise multinationale d'eau, de commercialisation de l'eau. Et donc, ces luttes contre ce genre de société ont commencé à proliférer depuis, ce qui est une bonne chose. Donc, quand on voit ces grands subventions de la Banque mondiale et de tous ces consortiums politiques qui sont organisés par la Banque mondiale en collaboration avec des entreprises, ils mentionnent ceci. Ils mentionnent le fait qu'il est difficile de privatiser l'eau et donc il faut trouver des stratégies leur permettant d'accéder à ces marchés parce que l'eau est devenue un sujet beaucoup trop politique et ils ne veulent pas avoir de discussions démocratiques à ce sujet où nous nous opposerions à elles. Elles préfèrent avoir ces discussions à huis clos. Et donc, nous luttons contre ces grands forums de l'eau mondiaux et le prochain aura lieu au Sénégal, à Dakar, en 2022. Et au cours des dernières décennies, nous avons
monter des protestations et des forums parallèles pour leur montrer que nous sommes là. Ceci a commencé à Marseille, peut-être même encore avant, lorsqu'il y a eu des mouvements sociaux qui montrent quels sont les problèmes. Et donc, nous refusons d'aller aux réunions de ces grandes sociétés et continuons à organiser nos forums alternatifs. Et nous en organisons un maintenant avec la même réunion qui aura lieu à Dakar. Je voudrais vous inviter à vous rejoindre à nous. Il s'agit d'un effort de collaboration qui a déjà beaucoup d'années. Et si vous ne participez pas encore à ces efforts, renseignez-vous, contactez l'une ou l'autre d'entre nous et nous serons très heureux de vous rediriger pour pouvoir vous rejoindre à nous. Le deuxième point que je voudrais mentionner, c'est qu'il nous faut également parler de toutes ces questions au niveau local. C'est quelque chose que la plateforme de Bolivie a déjà fait depuis un petit temps maintenant, non pas mobiliser les États nationaux, mais aller au niveau local également à travers un partenariat, un projet avec les communautés locales, avec la plateforme de acuerdos comunitarios y públicos en Amérique latine et d'autres alliés pour pouvoir pousser les gouvernements, les administrations locales à défendre la propriété publique de l'eau. La chose importante dont il faut avoir conscience ici, c'est que les communautés s'auto-organisent là où le néolibéralisme et les politiques laissent l'eau de côté. L'autre chose importante qu'il ne faut pas oublier, c'est l'abandon des communautés rurales, autochtones, indigènes, qui sont abandonnées par les États capitalistes. Ces communautés non seulement luttent contre la privatisation, en fait, les sociétés ne sont pas intéressées par ces communautés plus pauvres parce qu'elles ne sont pas source de revenus pour eux. Et comme disait Adriana, nous constatons qu'il y a des alternatives très intéressantes qui surgissent en Amérique latine et nous aimerions pouvoir partager au maximum ce genre d'initiatives à travers notre réseau. Car nous participons à des partenariats public-public dans une certaine mesure pour impliquer les institutions plus importantes, mais il peut être intéressant également de faire participer les communautés locales et faciliter l'échange d'informations et renforcer les capacités avec les communautés locales. Et nous aimerions voir de plus en plus de ressources consacrées à ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui sera vraiment important dans la lutte contre le changement climatique si nous parvenons à faire participer les populations les plus marginalisées du monde. Merci. Merci beaucoup, Meera. Effectivement, la communication entre les luttes mondiales et locales est importante et l'auto-organisation est peut-être l'une des clés pour lutter pour l'accès public à l'eau. En ce sens, pour parler de ces luttes qui ont lieu au niveau local, je voudrais demander aux camarades de la Grèce de prendre la parole. Je vais commencer par Yorgos Archontopoulos et ensuite au camarade Georges Randitsas. Donc, Yorgos, vous avez la parole.
Bonsoir de la Grèce. Je suis très heureux de voir tous les camarades ici au panel. Mais je ne sais pas par où commencer. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Bien, merci. Il est vrai, la question de l'énergie et de la transition semble être, comme Pablo l'a dit, interconnectée, interliée avec la question de l'eau. Je vais parler plutôt de cela. On en a parlé à Thessalonique concernant la privatisation de l'eau. Vous connaissez bien en Grèce, pendant les derniers 10 ans, on est quand même un pays qui est plutôt pauvre avec le déficit budgétaire qu'on a eu, etc. Les multinationales, le capital et les gouvernements consécutifs ainsi que la Commission européenne ont voulu expérimenter sur la Grèce, un expériment qui se propage à l'Espagne, le Portugal, l'Italie, en fait le sud de l'Europe. Alors, sous prétexte des mémorandums, en 2010, la Grèce a dû faire des privatisations. On a parlé aussi de privatisation de l'eau. La question de l'eau a été mise sur la table pour être privatisée en même temps que la privatisation de l'énergie. Et je dois dire que même si on parle de pauvreté, de pénurie énergétique à l'étranger ou de la pénurie d'eau, en Grèce, ce terme n'existe pas. On n'a pas une bibliographie tellement étendue. Ça veut dire que les syndicats de la PPC, l'entreprise d'électricité grecque, n'ont pas fait le travail qu'ils devraient faire. La PPC, entreprise d'électricité grecque, est une compagnie très grande, très large, mais maintenant, ils ont coupé en plusieurs morceaux cette grande société avec des syndicats qui sont maintenant beaucoup plus fragilisés. Alors, la société n'a pas pu comprendre ce que ça veut dire pénurie énergétique, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe avec la privatisation, l'augmentation des prix, la réduction de la qualité. Et donc, les employés n'ont pas pu lutter contre des décisions qui sont prises même au niveau local. Alors, nous sommes un syndicat à Thessalonique. On avait auparavant seulement 200 membres, très peu. Par contre, on a lutté énormément, mais on a compris qu'on ne peut pas tout seul arrêter la privatisation de la société. Alors, on a créé des mouvements. On s'est ouvert à la société, on a intégré dans les mouvements des gens qui n'avaient rien à faire avec le syndicalisme ou qui n'avaient aucune relation avec l'entreprise d'électricité elle-même, mais c'est des personnes qui ont été très sensibles vis-à-vis l'eau, le monopole de la gestion d'eau. Et maintenant, la lutte, elle est étendue dans toute la ville de Thessalonique. Et ce qui s'est passé pour nous, c'est en fait un miracle. Il y a eu un référendum contre la privatisation de l'eau, mais je dois vous dire qu'il n'y a pas de référendum établi en Grèce, institué, mais on a dit un grand non à la privatisation de l'eau de Thessalonique. On a atteint 68% dans ce référendum. On n'aurait rien pu faire sans l'expérience de nos camarades italiens ou de nos camarades allemands de Berlin. J'espère que je ne parle pas trop vite pour les interprètes. Alors, on a pu arrêter la privatisation du fond de la pyramide vers le haut. On a été aidé seulement par les mouvements.
sociaux dans cette lutte. Notre principe est d'utiliser toutes les armes afin de revendiquer les biens sociaux. On est allé 2 fois au Cour suprême de justice au Conseil d'État. On a vaincu les 2 fois. Et pour ne pas vous fatiguer, je dois dire que la lutte ne se termine pas. Il y a à peu près 14 ans, si je ne me trompe pas, Oliver était venu à Thessalonique. Il a dit qu'il ne s'agit pas seulement de nous mobiliser nous-mêmes, mais que la société doit se mobiliser. Elle doit être mobile, elle doit être vigilante tout le temps. Et c'est notre motto maintenant à notre syndicat. Donc, depuis 2014 et jusqu'à présent, on aurait pu arrêter là, à l'époque, dire « ça va, on a sauvé l'eau ». Mais les gouvernements ont changé, on a eu un gouvernement gauche, il y a eu un grand renversement avec un parti politique de 3% qui a pris le pouvoir de l'État. Malheureusement, on a été démentis dans nos espoirs. Ils ont bien commencé avec leur parti politique Syriza et même la présidente du gouvernement, du Parlement a pris notre parti, mais ça n'a pas eu de suite. Il y a eu le 3e mémorandum, on a eu une vague de privatisation. Dans le secteur de l'énergie, ils ont continué avec la privatisation de la PPC. On a eu plusieurs petites sociétés qui sont nées et qui augmentent, qui s'accroissent. On a eu aussi Eldorado Gold avec ses chantiers et ses mines d'or et d'argent. Et je pense qu'on est en train de payer tout cela. On a maintenant un gouvernement néolibéral, extrêmement néolibéral. On a eu les élections le 8 juillet 2019 et le lendemain, ils ont privatisé l'électricité, c'est-à-dire que cette catastrophe était leur intention depuis le départ. Je ne sais pas si j'ai encore du temps, je pense que je suis peut-être hors le temps que vous m'avez donné, mais pour conclure, la question de l'eau est le frère du changement climatique. C'est vrai, la Grèce a la 20e position dans le monde dans cette classification de water stress due à la sécheresse et le changement climatique. On vit, on a l'expérience déjà de cette sécheresse. On espère stabiliser ou même renverser la situation dans l'avenir. Je dois dire que dû à l'arrêt du Conseil d'État, on sait qu'on ne peut pas s'arrêter. On essaye de démolir le plus possible les partenariats entre le privé et le public par rapport à l'eau, l'énergie, tout ce qui est bien social. Je sais qu'il y a plusieurs barrières, des méga-projets et de gestion de grands volumes d'eau dans le cadre de partenariats avec des grandes multinationales et avec des grandes sociétés grecques de construction. Et comme cela, l'argent va dans les poches des multinationales et ne soulage pas les populations locales. À Chalkidiki, on a un grand partenariat comme ça pour la gestion d'eau de la calcidique. Et pour finir, je pense qu'il ne faut pas parler de étatisation ou réétatisation de ces biens comme Mira le dit, ou Pablo ou d'autres.
on a l'anniversaire de 10 ans pour le référendum en Italie. Et on a eu le motto de la déprivatisation. C'est un terme que j'aime beaucoup, que je préfère en fait. Il faut parler de déprivatisation et en plus être agressif en ce qui concerne. Il faut déprivatiser maintenant. Il faut revendiquer ça. Il faut réclamer ce qui est à nous. Merci beaucoup. Thank you, Yorgos. We totally agree. Merci, Yorgos. Je suis tout à fait d'accord. Should be respected as a popular volunteer. And, Et I will now give je vais the maintenant word to the Cameron George donner Rinditsas, la who's parole à on notre the collègue topic. Georges Randitsas pour qu'il I nous would parle ask to our panelists to stay in the time of their contribution, more or less 8 minutes. et je vais demander à chacun de respecter plus ou moins les 8 minutes que nous leur avions allouées au début. Georges, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vous salue d'Athènes. Je ne vais pas parler longtemps parce que tout ce que Yorgos a dit nous touche à tous, à EIDAP, l'entreprise des égouts et d'eau d'Athènes, de la Grèce. Tout ce qui a à faire avec la privatisation d'eau nous touche, c'est sûr. Et ça a été l'occasion pour les gouvernements en Grèce d'exploiter les dispositions du mémorandum et essayer d'adopter une politique qui semble être abandonnée dans d'autres pays. Je parle de la de l'eau qui commence à devenir une question des villes et communes, tandis qu'en Grèce, l'eau deviendra une question des multinationales, mais on doit quand même reconnaître que les politiques et les décisions prises précédemment faisait comme quoi la gauche devrait appliquer des politiques sans vraiment pouvoir les soutenir. Le gouvernement présent de la droite, de M. Mitsotakis, qui n'est pas forcé par les mémorandats, vient est assez agressif en ce qui concerne la privatisation de l'eau. Il essaye dernièrement, agressivement, de privatiser le système d'eau à l'extérieur d'Athènes et de l'Attique. On parle de l'eau potable qui passe par 4 préfectures. On a 5 millions d'habitants à Athènes, des citoyens, c'est la moitié de la population grecque, et ils essayent de privatiser l'eau à travers cet outil qui est le partenariat entre le privé et le public. Parfois, vous savez, ce type de partenariat pourrait être exploité par les gouvernements pour effectuer de grands projets d'infrastructure. Mais dans le cas de EIDAP, qui avait une grande rentabilité, il n'y avait pas de question de liquidité pour faire des projets ou pour gérer l'eau. Le gouvernement prend cet outil des mains de EIDAP, de l'entreprise d'eau, et donne des dividendes de millions d'euros aux actionnaires en tant que rendement de capital. Et vous comprenez bien que ce type de jeu ne s'arrête pas. L'énergie est liée à l'eau et j'ai peur que l'eau va devenir un outil dans les mains des privés. J'ai dit dans une réunion précédente que surtout dans cette période, comme on voit l'entreprise d'électricité du pays
on a des usines de lignite qui ferment afin de préférer l'énergie verte, ce qui est bien, mais on sait que ces ressources renouvelables ne peuvent pas économiser ou épargner l'énergie. Avec le relief grec, avec les collines, les lacs, les différences d'altitude, je pense que le privé ne va pas laisser l'eau à son destin. Il faut protéger l'eau, ça veut dire qu'il faut reconnaître, institutionnaliser l'accès à l'eau de qualité, aux services hygiéniques de qualité. C'est un bien fondamental pour tous les citoyens et il faut lutter pour cela. Pour terminer, je pense qu'il faudrait avoir plus de sessions comme celle d'aujourd'hui. Il faut que les gouvernements respectent notre volonté, la volonté des citoyens, la volonté des gens comme nous qui luttons pour l'eau, l'eau qui est un droit, qui doit être reconnu comme un droit protégé, au moins par les pays membres de l'Union européenne, à l'exemple de la Slovénie, qui sera un concept constitutionnel. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie énormément de cette invitation à votre réunion. Thank you, George. Yes, you are totally right when you say George, nous avons rappelé le fait que le lien entre l'eau et la production d'énergie électrique est une question compliquée. Et pour rester dans la lignée du sujet de l'accès à l'eau et de la gestion de l'eau au niveau local, je voudrais maintenant donner la parole à Javier Marquez du think tank Savila en Colombie, qui va nous parler du droit des communautés à gérer, à s'auto-gérer en ce sens. Javier, je te cède donc la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Je vous parle d'une Colombie m'adresse à vous mobilisée depuis une aujourd'hui Colombie contre un mobilisée régime contre dictatorial, régime narco-fasciste, dictatorial, qui a besoin que vous la narco-fasciste, regardiez et que vous lui qui apportiez vraiment besoin votre de la solidarité comme solidarité de celle du tous. monde entier. Et je vais faire référence à la gestion communautaire de l'eau qui nous permettent d'interpréter les schémas dépassant ce qui est étatique et ce qui est privé. de l'État Parce et qu'il y de a ce ce qui qui est privé. est Nous avons communautaire, en quelque sorte, ce qui est public. Et la gestion communautaire de l'eau dans le sud du monde et en Amérique latine particulièrement est représentée par beaucoup d'organisations, des milliers d'organisations que l'on peut définir comme l'union des résidents dans la campagne ou dans les périphéries urbaines pour la gestion de l'eau. Les gens passent des accords dont ils ont hérité, des traditions indigènes, des traditions campagnardes, traditionnelles, des personnes afro-américaines et arrivent à des accords économiques
environnementales, culturelles, qui permettent de construire des organisations en vue de l'auto-approvisionnement en eau, qui leur permet de s'approprier des technologies qui, en général et historiquement parlant, ont beaucoup à voir avec les matières de la terre, les matières même que leur offre l'écosystème et le paysage où ils habitent. Dans cette gestion communautaire de l'eau, qui a divers noms, des formes coopératives comme en Colombie, les comités et les directions de l'eau au Mexique, au Salvador, les accords communautaires de la Colombie ne font pas allusion à une prestation de service. C'est plutôt d'un droit qu'il s'agit, le droit d'accès à l'eau comme condition même de la vie, de la dignité. Et donc, il est très difficile de séparer l'eau de la terre, que l'on voit l'eau, comme le font souvent les entreprises, à savoir de cette matière qui parvient au travers de canalisations à nos maisons. Et que donc, dans cette gestion de l'eau, il y a comme 3 dimensions, 3 registres. Un premier registre, c'est la garantie du droit individuel à l'eau. Et là, il s'agit de droit. On parle en termes de droit pour que l'on comprenne bien cela dans le monde entier. Parce que dans les Andes, il est difficile de ne pas voir que l'eau est un droit puisque l'eau y a toujours existé. Mais l'accès individuel à l'eau est un droit humain consacré comme tel. Et on y pense aussi comme un droit collectif, c'est-à-dire un droit à conserver les sources par le biais de beaucoup de pratiques traditionnelles dans toutes les parties de l'écosystème. Parfois, on nie cela selon le modèle capitaliste de l'extraction, quand on empêche même les gens de conserver leurs sources d'eau. Et un autre droit que l'on nie également, c'est précisément ce droit à l'auto-alimentation en eau, qui fait partie du pacte socio-économique et culturel. Quand on parle de la possibilité pour les peuples de s'auto-alimenter en eau selon leurs propres coutumes. Il faut donc commencer par définir ce qu'est cette gestion communautaire de l'eau et par ailleurs penser et comment penser aux menaces qui planent précisément là-dessus. Et en Amérique, le fait que l'on a détourné l'utilisation de la terre pour en faire un commerce, l'utilisation des ressources diverses, d'énergie, des fruits, de la canne à sucre, des avocats, etc. Tout cela altère beaucoup les sources hydriques et le bétail, l'activité minière métallique. Il y a les microcentrales, par exemple, aussi. En Colombie, en ce moment, on construit des microcentrales et j'associe cela au thème dont on a parlé de la relation entre l'eau et l'énergie. On peut penser que l'eau est donc subordonnée, que c'est la petite sœur dans le domaine de l'industrie, parce que la Colombie est un grand producteur d'hydroénergie, ce qui a provoqué une crise de l'eau dans un pays qui en a tellement de l'eau. Il y a donc un manque d'eau qui est créé par le marché électrique, de l'électricité. Face à toutes ces menaces et ce modèle extractiviste, il y a le principe de la privatisation de l'eau. Parce que l'on ne conçoit pas et on ne légifère pas le respect de la gestion communautaire de l'eau. Et ces organisations
Et nous parlons là d'un manque de reconnaissance de la gestion communautaire de l'eau dans tout le continent. On considère que c'est une idée archaïque, faisant partie du passé ou primitive, parce que l'on a surtout utilisé le modèle urbain, technologique de la gestion de l'eau, sans respecter ce que font les gens dans la campagne. Et donc, il y a une autogarantie de l'eau dans les milieux urbains. Disons que l'on en a fait une entreprise, cette gestion de l'eau. On l'a même amené sur le marché, on en a fait un monopole du secteur privé. Et donc, on est en train de priver les systèmes communautaires de leurs traditions, de leurs infrastructures, de leurs connaissances et de la possibilité même d'exister. Nous vivons là une sorte d'alternative en fonction du changement climatique. On ne défend pas la gestion communautaire de l'eau dans cette vision des trois droits, individuel, collectif et à l'autogestion de l'eau. La plateforme parle aussi, et ceci enrichisserait beaucoup cette coopération public-public, nous parlons du public et communautaire et je dois m'arrêter là, mais je voulais vous en parler parce que cela permet d'enrichir le concept de la notion du droit à l'eau et à la gestion communautaire de cette eau. Merci. Merci beaucoup, Javier. Il y a donc une grande relation entre l'eau et l'industrie, la création de cette industrie qui affecte l'utilisation de l'eau. Et cela pose clairement la question de savoir ce qu'est cette tension envers les communautés locales, mais toujours à propos de la gestion de l'eau au niveau local. Je voudrais donner la parole à Marcelo Rivera de l'organisation Plan South, qui va nous donner des exemples de ce que une gestion et les associations du Sud font en faveur de l'eau. Marcela, vous avez la parole. Oui, je vais parler espagnol. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup à mes collègues de Luxembourg de m'avoir invité. Et après tant d'excellentes interventions, il est difficile de prendre la parole. Mais je voudrais suivre sur ce qu'a dit Javier, qui nous a laissé l'envie d'en savoir un peu plus. Tout d'abord, je voudrais vous raconter ce qui s'est passé en termes de privatisation en Amérique latine en général, ce qui s'est passé depuis la fin des années 90 à peu près, et dont nous avons tiré 3 leçons qui, je crois, sont importantes dans le contexte qui est le nôtre actuellement. Tout d'abord, il faut non seulement commencer par s'opposer à la privation de l'eau, mais il faut commencer à concevoir des initiatives, des plans d'action. Il est facile de dire non, mais il faut donner des solutions alternatives. Dans nos pays, c'est ce que nous a appris la privatisation. Commencer à construire des alternatives concrètes. Et ce qui est aussi important, par ailleurs, c'est que la lutte pour la défense de l'eau est une lutte multisectorielle.
On ne peut pas limiter cela aux communautés, aux travailleurs, aux défenseurs de l'environnement. Non, tous les secteurs doivent commencer à dialoguer dans cette lutte et commencer à créer, à établir des coalitions. C'est ce que nous avons appris, je crois, à Cochabamba au début des années 90, lorsque la population s'est rebellée en faveur de la défense de l'eau. Et nous avons vu par la suite également en Uruguay, lorsque les collègues d'Uruguay ont commencé à pousser la réforme constitutionnelle pour que l'on considère l'eau comme un bien humain, un droit humain. Donc, il faut commencer à construire des alliances. Les travailleurs doivent dépasser leur propre secteur, à regarder plus loin que là où on se trouve. C'est quelque chose, je crois, de très important. Autre chose encore que Javier a également mentionné, et Mira aussi, c'est qu'il y a d'autres formes de gestion de l'eau. Il est important de commencer à voir que le monde n'est pas divisé entre ce qui est privé et ce qui est étatique ou de gouvernement. Il faut commencer à penser à la notion du public. Lorsqu'on parle de l'État ou des communautés, etc. Il faut repenser la notion de public et aller un peu plus loin de ce qu'est l'État dans ce concept du public. Et à propos de cela, je voudrais dire que ces alternatives existent déjà et on en a parlé au début lorsqu'on a mentionné les accords public-public. Il y a en effet des institutions plus formelles qui commencent à travailler à ce type ou à pousser ce type de coopération, d'Europa par exemple, mais il y en a d'autres entre entreprises publiques et entreprises privées, mais il y a d'autres coalitions peut-être moins formelles qui travaillent en ce sens également. Les accords communautaires que l'on voit dans le sud, au sud, dans nos régions, il n'y a là rien de neuf. Nos systèmes le font depuis très longtemps à propos de l'eau et il est important aujourd'hui d'y attirer l'attention lorsqu'on parle des solutions alternatives. Et là, je voudrais mentionner par exemple quelque chose en Colombie, où le syndicat des travailleurs de l'eau de la ville de Cali, par exemple, avec des organisations de la société civile, Javier en représente une, où en 2002, il y a eu un accord de coopération qui a été mis sur la table. Donc, c'est d'encourager la communauté à une gestion de l'eau et le considérer comme un allié et la possibilité de joindre les forces de tous pour lutter contre la privatisation de l'eau. Donc, il faut dépasser un peu notre propre secteur. C'est quelque chose dont nos syndicats ont besoin, je crois. Autre chose encore, et je termine par là, c'est que le moment est venu aussi de dénoncer la privatisation dans nos pays, dans nos régions, mais aussi de nous raconter l'historique de chaque chose, de nous féliciter de ce que nous faisons bien. Les communautés azul, bleues, par exemple, c'est une manière de célébrer quelque chose qui va bien, qui réussit, que l'on pousse de l'avant de bonnes choses, qu'on fait un bon travail, que l'on promeut de bons principes, et je crois que c'est quelque chose de très positif à faire. Il faut dépasser l'horizon immédiat du travail. Je crois que ce qui est petit permet de construire des horizons élargis à quelque chose de plus grand. Et puis, il faut chercher plus d'alternatives. Il y a beaucoup d'exemples de ce qui se fait dans ce domaine. Donc, il faut se centrer là-dessus et apprendre beaucoup les uns des autres. Cette construction d'alliance entre les travailleurs et leur communauté, c'est très important. La confiance ne se fait pas d'un jour à l'autre. Ça prend beaucoup de temps. C'est tout un processus.
Et comme personnes qui travaillons avec les syndicats au sein des communautés, il faut donner plus de force à la construction de ces alliances, y consacrer plus de force. Et là, je termine. Quelque chose que Javier mentionne toujours lorsque l'on parle de l'autogestion de l'eau, c'est que nous pensons parfois que ces autres formes de gestion de l'eau se sont fait jour parce que l'État était absent. On dit non, 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 ce n'est pas cela. C'est plutôt la présence de l'organisation dans ces communautés et c'est très important de le repenser, de penser à ces alternatives qui dépassent la situation que l'on croit exister. Voilà, je termine et je remercie particulièrement ceux qui doivent nous traduire, étant donné la complexité de toutes ces questions. Merci, Madame. Merci beaucoup, Marcela. C'est important, en effet, cette alliance entre les travailleurs et les communautés. C'est l'un des grands points que l'on voit se faire jour pendant ces discussions de ces journées. Et comme vous l'avez dit très justement, la tâche n'est pas facile, mais elle est nécessaire. Nous approchons tout doucement de la fin de notre session, mais il y a encore la question que l'on vient de mentionner, la gestion de l'eau et la privatisation. Et je voudrais donner la parole à Georges Fael du syndicat portugais STAL. Il va nous parler de la privatisation de l'eau et des conditions de travail dans le domaine du traitement des eaux. Vous avez la parole. Ahora sí. Sí. Bueno, un saludo a todos y en especial al pueblo colombiano, que tiene una lucha muy fuerte contra un gobierno antisocial y antilaboral. Nuestra solidaridad desde Portugal. Bueno, con o sin pandemia, la sed de lucro no tiene límites. Es lo que nuestros tiempos están demostrando. En Portugal, el agua todavía no cotiza directamente en la bolsa de valores. Portugal, l'eau n'est pas encore entrée en bourse, pas encore, je dis bien, mais notre loi l'autorise. Il y a des sociétés qui ont énormément d'intérêt dans l'eau et ça fait des années qu'elles essayent. Par exemple, la compagnie électrique portugaise n'est plus portugaise, elle a été privatisée. Et c'est une société étrangère qui contrôle l'électricité au Portugal. Elle dépend d'une multinationale française et tout récemment, elle a acheté Aquaport, qui était la dernière compagnie portugaise de traitement des eaux. Donc, c'est le capital étranger qui tire parti de la privatisation des services publics. Au Portugal, la lutte contre la privatisation est une réflexion de ce que la plupart des gens ressentent.
Nous sommes tous en faveur de la gestion publique de l'eau et de la propriété publique de l'eau, qu'il s'agisse des partis de gauche, les syndicats, tous travaillent ensemble pour pouvoir demander une gestion de l'eau au niveau local, mais cette lutte est en fait le reflet d'une lutte des classes, une lutte sociale, chose que nous connaissons trop bien. Dans ce contexte, nous avons créé la campagne L'eau appartient à tous et nous avons créé une initiative législative citoyenne pour le droit à l'eau. Et nous voulons que ceci permet de s'opposer à la privatisation et de faire marche arrière sur la privatisation qui existe déjà. Elle a été proposée en 2017 et puis ensuite elle a été rejetée par les partis de droite. Et la deuxième fois, avec le Parti socialiste qui était au gouvernement. Mais comme je disais, le Portugal, la lutte continue, tout comme l'eau qui coule toujours. Et un changement de signe politique au Portugal a changé au moins le mouvement de privatisation. Notre initiative a été rejetée, c'est vrai, mais nous avons quand même pu voir quelques signes positifs. Par exemple, à Mafra, l'eau est retombée sous administration locale pour la première fois dans le pays. Et le Parlement a approuvé une réglementation pour la non-privatisation de l'eau dans cette région. C'est une bonne chose parce que Mafra était la première municipalité au Portugal qui avait privatisé l'eau en 1994 déjà. Donc, pour des raisons économiques et sociales, ils ont récupéré la gestion de l'eau. Et c'est maintenant... mais l'ennui, donc on ne peut pas penser vraiment que les idées politiques sont à la base des décisions qui se prennent dans ce cas. Au Portugal, sur 20 sociétés qui fournissent l'eau, 17 sont entre les mains d'acteurs privés. Lorsque l'on parle de la gestion, on parle de sociétés du secteur public, Aguas de Portugal, qui est une société publique responsable du traitement des eaux usées. Nous avons pu obtenir certains résultats et comme j'ai déjà mentionné plusieurs fois cet après-midi, l'idée que l'eau est publique, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant d'avoir cette idée. Et la privatisation est toujours possible malgré tout. On peut également dire que les mairies sont également responsables de ces services, chose qui est très importante pour nous. Grâce à cela, des prix ne peuvent pas être imposés sur le marché et nous avons une autre proposition pour regrouper les services de fourniture d'eau. Différents services qui sont maintenant gérés par les mairies ou avec Aguas de Portugal et de petites sociétés communales ont été créées qui ont été à la source d'un travail précaire. Bien entendu, le gouvernement est en train d'essayer de fusionner différents services. Donc pour nous,
La transparence sur la gestion est fondamentale pour pouvoir lutter contre l'externalisation et pour avoir la possibilité de lutter pour les droits des travailleurs qui sont au nombre de 40 000 au Portugal dans ce secteur. Et puis, il y a également des fusions qui sont en cours. La contratación colectiva negociada por mi sindicato STAL cubre un total de 4.549 Et nous travaillons dans les syndicats 30% avec un poco más. 4549 Además, es necesario membres luchar por la implementación de los qui sont acuerdos actifs dans ce secteur. establecidos. Por eso, la semana pasada, los trabajadores de mi sindicato han hecho una huelga en el grupo Agos de Et la Portugal, semaine passée, les travailleurs de mon syndicat una empresa pública, ont, y protagonizaron una gran ont fait la grève la à semana Águas de Portugal En las empresas privadas, la avec organización une de la mobilisation sindicalización très importante la semaine passée. es muy difícil. Dans les sociétés privées, la situation est différente. Está totalmente bloqueada. El aumento de Il los est salarios, la reducción progresiva très de la difficile jornada d'imposer laboral les para los syndicats et il n'y a empleados. pas de El convention fin de la collective. precariedad son ejes Euh, centrales de la ou lucha, así qui- como la defensa et de la donc, justicia les heures de laboral. travail ne sont pas En respectées, el la único précarité proceso est à l'ordre de du jour. Il nous faut regularización realizado lutter hasta el contre momento, cela se ha podido salvaguardar todos los puestos de trabajo, así como la et mayoría de nous los avons derechos pu laborales. Sobre el futuro que sauver va encaminando des para la emplois La et privatización, la a pesar plupart de des los droits, reveses, sigue siendo una mais fuerte amenaza. les travailleurs, mais Ya ce he n'est pas hablado suffisant. de Dans la l'avenir, contratación de nous los devons servicios faire municipales de attention à la agua, privatisation la car subcontratación c'est encore concretamente en el toujours grupo une Agos de menace. Portugal J'ai sigue déjà mentionné creciendo. ce regroupement de services Las graves publics. consecuencias de la privatización, L'influence de como Aguas la Portugal pandemia demostró augmente aún et les más, conséquences de motiva la una fuerte privatisation resistencia sont social a este cambio. désastreuses. No Nous hay avons una vu ça concesión de un lors de servicio la municipal pandémie et a una empresa privada que la cobra lutte un sociale qui determinado s'est sueldo. engagée était Y énorme. hay Nous ne pouvons al pas menos dos fournir des municipios services más municipaux que à des ya han sociétés anunciado su publiques. intento C'est de quelque chose qui, pour la remunicipalizar dernière fois, s'est produit en los 2019 servicios et de agua y sociétés, saneamiento. Y está finalizando el les contrato sociétés en un publiques otro voulaient ayuntamiento récupérer à ce y moment-là eso es una oportunidad le para traitement iniciar la des eaux lucha usées por la et recuperación del agua. Pero la, por otro lado, a medida que le pasa circuit el de tiempo, l'eau. comienza de Mais nuevo por diversos medios la conversación sobre la superioridad de la gestión privada, los beneficios de las parcerías une público-privadas. autre conversation a No lieu es en casualidad parallèle que parce Portugal que ha sido certains elegido voudraient por el avoir des Centro Internacional de partenariats Excelencia para las public-privé asociaciones et c'est quelque público-privadas chose de Naciones Unidas. à Es quoi claro il por nous faut hecho- prêter por attention. ello que la lucha deberá continuar en defensa de los derechos del agua. Et il nous derecho faut humano continuer al agua y à saneamiento, lutter pour prohibiendo pouvoir los cortes défendre de agua a los l'accès à ciudadanos, l'eau, derecho al agua l'accès como medio à, ambiente, derecho al agua como au- medio de producción, à en defensa de l'assainissement. un servicio público de abastecimiento Il de ne faut agua y pas saneamiento, permettre cuya les coupures disponibilidad es d'eau fundamental para la salud y la vida humana. La necesidad de car c'est quelque proteger chose la qui est sector fondamental privada, gestión pour pública, la santé et defensa pour les êtres humains, l'accès à l'eau. del papel de los ayuntamientos y de los derechos de los trabajadores Quand del la sector. gestion se fait à niveau Pero local, esto exige una otra política y inversiones il nous faut privadas. défendre les Pero droits des lo que travailleurs observamos dans ce domaine également. Et es puis, il ne faut que, pas oublier non plus durante la pandemia, l'importance los servicios des de agua fueron llamados a un investissements tremendo publics. esfuerzo, Pendant la pandémie, sobre todo los nous avons públicos, pu para voir dar que respuesta les a las services poblaciones con importantes euh, costos de y que en muchos casos fourniture llevarán d'eau mucho tiempo a recuperarse. ont pu Pero lo que podemos offrir ver un service à concretamente en l'eau los planes de recuperación y resiliencia, en por faisant ejemplo, des del grupo investissements Agua, qui ne seraient pas es que très los valores rentables. previstos para la gestión del Et lorsqu'on agua regarde les plans de corresponden, résilience en au nuestro Portugal, caso, a nous voyons menos que de les 2,7% quantités prévues pour la gestion de l'eau sont inférieures à 2,7%. volumen total Je répète, del plan de 2,7% recuperación y resiliencia du para budget Portugal, lo que es claramente du plan de insuficiente, résilience y et de necesario relance pour le para Portugal. cuidar del Cette futuro. quantité Solo est el agua pública là, es de todos. forcément Muchas gracias, insuffisante la et il lucha nous faut continúa. pouvoir avoir un futur qui nous Well, soit that's ouvert. great words Et Jorge. voilà, le travail continue. C'était Yes, de belles paroles là de Jorge. momentum
Et je pense que le moment est vraiment choisi maintenant pour pouvoir avoir davantage de... Parce que sans un bon service public Sans un et bon service investissement dans les public et services sans publics, investissement, nous l'avons vu, notre vie peut être menacée et l'eau est absolument nécessaire pour cela. Avant de passer à vos questions, je voudrais donner le micro à Pablo qui, très aimablement, a réussi à joindre le collègue des commissions ouvrières. Merci beaucoup, Pablo. Oui. Ángel Muñoz Blas de la Federación. Mon compagnon Manuel Muñoz Blas de Commission ouvrière a eu un rendez-vous de dernière minute pour se faire vacciner et bien entendu, il ne voulait pas rater cela. Et donc, il m'a envoyé sa contribution par écrit de 3 pages que nous pouvons partager par la suite, mais il y a en tout cas un élément qui peut servir de pont entre diverses choses que l'on a dites ici. C'est un des critères dans son texte dans lequel il résume beaucoup des éléments de gestion communautaire, publique ou à sa symbiose, à savoir la nécessité de planifier l'usage et la conservation de l'eau, comme beaucoup en ont parlé aussi, Marc entre autres, la nécessité de planifier la gestion, l'utilisation selon les besoins de la société implique des mécanismes de participation et de démocratie. Et cela, comme on vient de l'entendre dire, cela nous mène à cette espèce de slogan selon lequel la propriété publique est nécessaire mais pas suffisante pour être correcte, pour que l'on tienne compte de tous les participants, tous les acteurs. Pour cela, il faut un système de gestion et de délibération en format démocratique, participatif, permettant une décision qui va dans le sens du bien de toute la société. L'eau ne pourra pas être réellement produite. Je crois que c'est important. Et finalement, Angel ne nous le dit pas, mais c'est certain, dans l'eau, nous avons énormément d'exemples de méthodes de gestion dans le monde entier. En Espagne, nous connaissons ce qu'on a appelé le tribunal de l'eau, qui date du Moyen-Âge, qui était peut-être pas essentiellement démocratique alors, mais qu'il est devenu. À savoir donc que tous les acteurs, tous les intéressés, tous les participants participent précisément de cette gestion. Il parle aussi d'expériences qui nous montrent qu'il existe, historiquement parlant, d'autres méthodes et qu'il peut donc y avoir d'autres méthodes. Et au niveau climatique, par exemple, il faut mettre cela au programme parce que si nous avons vu pendant les 5 dernières années au niveau mondial que nous commençons à voir de la sécheresse dans des très grandes villes, en Afrique, en Turquie par exemple, villes où la population, la culture, l'industrie est au bord de la faillite sociale et matérielle. Plusieurs fois d'ailleurs, on a connu ce genre de crise et il faut le redire pour que les yeux de milliers de citoyens le voient, s'en rendent compte. Il faut donc que ce soit au programme. Plus de crises comme celle d'Istanbul, comme celle du Cap, il faut en parler. Et voilà, c'est un peu le résumé de ce que Angel voulait vous dire.
Merci. Thank you, Pablo. Merci, Pablo. Yes, Et effectivement, on ne peut qu'être d'accord avec ces paroles. Et je voudrais maintenant remercier tous les intervenants de cette première partie et passer à vos questions. J'ai vu beaucoup de questions arriver sur le chat qu'il faudra essayer de résumer en quelques-unes. Il y en a une qui parle du poids du secteur syndical dans l'utilisation de l'eau, dans l'agriculture, dans la lutte pour la préservation de l'eau et sa distribution. Et la seconde question a également trait à l'égalité ou à la qualité et les prêts qui sont nécessaires pour le financement des services de gestion de l'eau. Autre chose encore, le manque de limite à la consommation de l'eau, la fiscalité progressive de son utilisation, etc. Il y a aussi certaines questions portant sur la réponse à apporter au thème de la consommation de l'eau par l'industrie et l'agriculture. C'est un peu le résumé des questions que j'ai vues arriver dans le chat. S'il y en a d'autres, veuillez les partager avec nous sur le chat ou encore au micro. Mais j'ai l'impression que la question de l'utilisation de l'eau par l'agriculture, par l'industrie, a été également mentionnée pendant la session. Et je voudrais demander à ceux qui ont parlé s'ils désirent reprendre la parole sur ce sujet. Didier, par exemple, est-ce que vous voulez donner une réponse en public à cette question, Didier? Oui, effectivement, il y a eu des questions qui ont été posées sur les usages de l'eau. Effectivement, il y a des différents usages, les usages déjà pour les ménages, ce que nous sommes tous. Aujourd'hui, nous sommes des consommateurs d'eau pour nos besoins familiaux, mais il y a aussi les autres usages qui sont effectivement les usages industriels, les entreprises qui utilisent l'eau. Ils utilisent une grande partie, à peu près 11% de l'ensemble de la ressource en eau. Par contre, effectivement, ils relancent dans la nature bien souvent l'eau qui est utilisée, puisque ça sert à refroidir bien souvent des installations. Par exemple, quand on fabrique du plastique, le plastique après a besoin d'être refroidi très rapidement, donc on utilise l'eau pour refroidir et l'eau repart directement dans la ressource. Par contre, il y a effectivement, et ça a été abordé, alors je n'ai plus le nom de la personne parce qu'effectivement le chat a déroulé et il faudrait que je revienne en arrière, mais il y a eu une personne qui est intervenue sur l'agriculture. Et là, effectivement, on s'aperçoit que l'agriculture utilise environ 70% de la ressource globale en eau, bien souvent en puisant directement et de manière sauvage directement dans les rivières et dans la nature. Et en plus, on sait que l'agriculture, par sa production intensive, pollue beaucoup plus que l'industrie et beaucoup plus qu'on peut polluer nous-mêmes en tant que ménage. Et donc, effectivement, se pose la question sur les différents usages.
ceux qui payent, je rappellerai par exemple une chose, il y a eu la taxe pollueur-payeur qui a été introduite en France. Or, cette taxe pollueur-payeur est payée quasiment uniquement par les ménages qui en réalité supportent 80% de l'ensemble de la facture d'eau, puisque déjà en payant la facture d'eau, comme on paye les taxes régionales, les taxes départementales, la gestion des agences de l'eau, la gestion, donc on paye l'intégralité en réalité de la dépollution de l'eau, on paye l'assainissement par exemple, et en fait on paye la taxe pollueur-payeur que sont exemptés les principaux pollueurs. Donc il faut avoir une réflexion sur les différents usages, il faut aussi avoir la réflexion sur qui porte quoi. Et l'autre débat qui a été lancé aussi par certains intervenants, c'est sur effectivement la gratuité de l'eau. La gratuité de l'eau, effectivement, on doit en parler parce que c'est un besoin essentiel. Ça a été dit par bon nombre d'intervenants. L'eau est un bien commun que chacun doit pouvoir utiliser et pouvoir avoir accès, que ce soit pour l'eau ou pour l'assainissement, facilement et au meilleur coût. Et donc, effectivement, se pose la question de la gratuité d'une quantité, comme le préconise l'OMS, sur les besoins vitaux. On sait qu'aujourd'hui, l'OMS a évalué à 30 litres d'eau par jour les usages vraiment de manière sanitaire, c'est-à-dire pour se laver, et également laver les ustensiles qu'on a besoin et laver les aliments qu'on a besoin pour manger. Donc, ça serait un minimum qu'il faudrait que tout le monde puisse au moins avoir accès. Et donc, ça pourrait être par le levier de remise en place, parce que dans beaucoup d'endroits, malheureusement, ça a disparu, de toilettes publiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on n'a pas de domicile, c'est dur. Se pose la question aussi de la réutilisation de l'eau usée. Aujourd'hui, quand on tire la chasse d'eau, effectivement, les eaux sont usées. Par contre, on tire la chasse d'eau, effectivement, avec de l'eau potable. Donc, tout ça, c'est des questions qui sont abordées, mais il faudra avoir beaucoup plus de 8 minutes pour répondre à l'intégralité de ces questions-là, qui ne sont pas à négliger, puisque, effectivement, on a besoin d'avoir un examen d'ensemble sur vraiment qu'est-ce qu'on paye aujourd'hui quand on paye la facture d'eau. Parce que rendre l'eau potable a obligatoirement un coût. Assainir les eaux usées de manière à ce qu'on puisse reverser à la nature l'eau que l'on a utilisée a un coût. Mais il faut parler de juste coût, et dès lors qu'on reste dans les lois de marchandisation, à partir du moment que c'est privé et qu'on paye des actionnaires, on ne paye plus l'eau. On paye des actionnaires derrière. Donc il faut effectivement avoir une réflexion beaucoup plus large quant au financement et qui paye quoi et qui paye ce financement et qui va payer si demain on décidait de mettre en place une gratuité de l'eau, qui va payer cette gratuité de l'eau parce qu'il y aura un coût obligatoirement. Et donc effectivement, il faudrait que ça soit assumé par des associations, par les besoins, par les pouvoirs publics, mais il faudra trouver une solution pour que ça ne soit pas assumé. On ne va pas demander non plus à des travailleurs de travailler gratuitement pour produire de l'eau parce qu'on décide qu'il y a une gratuité de l'eau. Il va falloir effectivement qu'il y ait une réflexion de l'ensemble sur le financement réel de l'eau. Désolé, j'étais un petit peu long, mais vu les questions, c'était... Thank you, Didier. I see that Mira wanted also to speak, please, Mira. Yeah, I mean, most of us spoke about public services and access to water and sanitation. La plupart d'entre nous parlent des services publics et des assainissements. Et dans de nombreux contextes, il nous faut également traiter la question des ressources en eau. Et je pense que les principes de base du contrôle public et démocratique, d'une distribution équitative et d'un usage durable s'appliquent également à la gestion et à la gouvernance des ressources en eau. Et
nous voyons comment les entreprises sont parvenues dans certains pays à imposer leurs lois pour qu'il y ait des stratégies basées sur le marché et créer même des marchés de l'eau pour la distribution de l'eau, de sorte à avoir un accès plus aisé. Et ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas perdre de vue lorsque notre langage pourrait être utilisé par les sociétés, qu'on emploie un langage qui ressemble au leur, un langage, et beaucoup d'entreprises aimeraient bien avoir un système où elles peuvent payer pour utiliser l'eau, pour polluer l'eau. Donc, il faut nous assurer que les systèmes sont gérés par le public de façon démocratique. Et puis, il nous faut également faire attention et veiller à ce que lorsque nous promouvons des solutions générales, en particulier lorsque celles-ci sont basées sur nos expériences dans le monde en général, que toutes les stratégies ne sont pas applicables dans le sud mondial et que le contexte local est très important à considérer. Au Canada, qui est un pays riche, il y a beaucoup de communautés locales qui n'ont pas accès à l'assainissement et à l'eau. Et donc, il nous faut penser à toutes ces choses et avoir une réserve d'eau gratuite qui pourrait être importante. Par exemple, dans le gouvernement sud-africain, ils ont effectivement une réserve d'eau gratuite, mais ces quantités sont largement insuffisantes. Le gouvernement n'y avait pas pris en ligne de compte les besoins réels, en particulier pour les communautés plus pauvres, les communautés noires. Donc, il nous faut faire attention. Et je voudrais également parler de l'unité de recherche internationale sur le financement public. Et ils ont indiqué et montré dans leurs recherches que la grande majorité des gouvernements peuvent fournir des services publics et les financer par les impôts, ce qui est une façon moins agressive de payer pour nos services publics. Et il n'y a que quelques cas de pays très pauvres où les gouvernements n'ont pas la capacité de payer pour l'eau et l'assainissement par les fonds publics. Dans ces cas, il y a d'autres solutions qui peuvent s'appliquer, comme BOUDIA, qui pourrait contribuer à fournir un service public dans ces pays. Et nous voudrions également nous assurer que les solutions favorisées incluent les communautés qui doivent être visées pour qu'elles puissent participer à l'élaboration des stratégies, qu'il s'agisse d'ONG et autres acteurs qui puissent travailler ensemble pour qu'il n'y ait pas de règles spécifiques sur combien les gens devraient payer ou combien les gens devraient consommer. Cette quantité de 30 litres est en fait ce qui est employé dans les camps de réfugiés et ça ne sert pas nécessairement à garantir les besoins des réfugiés. Merci beaucoup, Mera. Adriana, vous vouliez prendre la parole? Et puis Pablo. Oui, merci. Du point de vue de l'agriculture et de l'industrie, je voulais vous dire quelle était l'expérience ici en Uruguay, compte tenu du changement de reproduction agricole qui est passé à une industrialisation importante du secteur agroalimentaire. Et ça veut dire que ce système
est passé à abandonner un système d'irrigation qui avait fait l'objet de débats, qui a été amené dans une consultation populaire. L'industrialisation de l'eau, l'industrialisation agroalimentaire détériore énormément les cours d'eau en Uruguay. Donc, le rythme de la production des aliments n'a pas uniquement l'objectif de l'aliment pour l'Uruguay, mais également pour l'exportation. Et ceci, c'est quelque chose qui est assez endémique dans les pays du Sud. Résultat de la mondialisation, on produit pour la Chine, pour l'Europe, pour les États-Unis. Dans le cas du Chili, nous voyons cet exemple de l'extractivisme à outrance qui rompt avec le rythme naturel de production. Et ici, je me souviens de ce que disait Michael Travis, que j'ai connu en 2001 dans l'Agence pour l'eau et la nature du Conseil canadien, qui parlait de ce problème déjà en 2001 et qui disait que l'être humain avait produit une altération de la production naturelle de l'eau. Le cycle hydrique avait été perturbé et qu'il n'y avait plus la capacité de produire de l'eau douce au même rythme que l'industrialisation du secteur agroalimentaire et de l'alimentation. Donc, je voulais simplement soulever ce point, le point qu'il nous faut faire attention à l'échelle à laquelle on produit les aliments. Et ceci est important parce que cela inclut la protection du territoire et l'eau est très liée à la gestion locale et communautaire des ressources. Bien entendu, nous y voyons comment le fait que tous les produits soient présents partout dans le monde ont un rôle à jouer là-dedans, mais c'est quelque chose à laquelle il faut penser, l'industrialisation du secteur alimentaire. Parce que nous savons bien souvent qu'on produit davantage que ce dont nous avons besoin et qu'il y a énormément de déchets alors que d'autres pays n'ont pas accès aux aliments. Donc, c'est vraiment comme une route suicidaire que nous sommes en train de suivre et nous devons vraiment y prêter attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adriana. Pablo, je te cède la parole. Oui, je voulais revenir sur deux sujets. L'une, c'était la gratuité de l'eau et l'autre, c'est celui des ressources, pour lequel la gestion est très importante. Parce que si on gère une société mais qu'on n'a pas main mise sur les ressources, en fait, on gère les restes. Alors, je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit Mira. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut faire attention avec ces chiffres 10 litres, 20, 30 ou 40 litres. Parce que ce débat doit s'inscrire dans le cadre, la Commission européenne emploie un terme que je ne vais pas utiliser, mais dans le cadre de l'entreprise, de la communauté ou du bassin, si on peut dire. Je parlais du cas irlandais. Je crois qu'il n'y a aucun Irlandais ici. En Irlande, la gestion de l'eau, il faut savoir qu'en Irlande, il pleut beaucoup, donc il n'y aurait pas de problème de sécheresse, mais la gestion de l'eau se fait et l'eau est entre guillemets gratuite, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'elle est payée par un système de tarification directe dans les impôts. Comme on paye dans les pays plus ou moins démocratiques, qui sont de moins en moins nombreux, où on paye la justice, la police, les impôts. Donc personne ne penserait qu'il faut payer en Irlande une facture, ou ici même une facture pour la police tous les mois, pour le fait qu'ils vont nous mettre des amendes. Hein? Si un maire devait proposer ça, je doute qu'il gagne les élections. Enfin bon, donc ça c'est le système. On paye un droit d'accès bon marché à la municipalité pour qu'il ouvre le robinet vers notre habitation et puis la consommation est indépendante. Enfin, le paiement ne dépend pas de la consommation.
C'est un système qui, en soi, est un système assez bon. Le problème, c'est que puisque c'est un système où il n'y a pas de transparence, pas de participation citoyenne et il n'y a pas un contrôle démocratique sur le système, sur les 40-50 dernières années, l'argent de l'eau a été utilisé pour toute une série de choses. Et maintenant, il y a des pourcentages de perte de l'eau de 40 à 50%. C'est donc la moitié de l'eau qui passe par les tuyauteries du système sont perdus dans la nature. En fait, ces tuyaux sont très anciens et il y a quelques années, il y a eu un hiver très rude et toutes les canalisations ont explosé et il y a eu un problème d'eau à Dublin. Ça, c'est le modèle de comment il ne faut pas gérer l'eau. Mais au-delà de cela, du fait que nous avons besoin d'un minimum vital pour voir quels sont les modèles qui existent, voir si le modèle est socialement acceptable, s'il est possible de sortir d'une tarification. Donc, il y a une série d'éléments qu'il faut considérer et qui vont dépendre de la manière dont l'État a structuré la chose. Parce que penser que l'État français est identique à l'État irlandais ou même que la Colombie, ou que c'est perdre contact avec l'idiosyncrasie de chacun. Donc, les critères, il y a bien entendu des minimums qu'il faut respecter, mais il est important, qu'on parle dans le débat du climat, que si quelque chose doit être apporté par le mouvement mondial de l'eau, c'est ce genre de débat ou des débats qui n'existent vraiment qu'en marge dans les débats liés au climat et qu'on n'entend que dans la société civile, pas dans les gouvernements. Donc, si on veut arrêter ce train qui nous amène dans ce mur de la crise climatique, il nous faut, dans la locomotive, mettre des gens qui gèrent les choses qui vont dans l'intérêt de la grande majorité de la population. Et ça, du point de vue au niveau électrique, il y a très peu de gens qui en parlent. Et au niveau de l'eau, il y a des sociétés, même des gouvernements qui disent que oui, il faut que la gestion de l'eau soit démocratique. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit imposer dans le débat. Et la façon de le faire, c'est que dans les prochains mois ou les prochaines années, on parle de cette ressource. Que Nestlé, qui fait des sondages et qui pompe dans les nappes phréatiques, font que la société doit payer davantage pour cette eau qui va être cherchée de plus en plus bas. Un ingénieur est certainement présent dans cette réunion et pourra apporter des réponses à cette question, mais c'est une réalité non seulement présente dans le sud, mais voilà, je pense que toutes les sociétés qui s'adonnent à l'extraction d'eau le font sans pudeur et c'est quelque chose dont nous devons parler, la gestion des ressources, la gestion de cette ressource qu'est l'eau. Oui, merci Pablo. Effectivement, il nous faut le faire. Je suis tout à fait à tes côtés pour cela. Ceci dit, cette session a été très intense. Ce fut pour moi un véritable plaisir. J'ai appris énormément de choses. J'ai entendu de nombreuses choses préoccupantes, le danger de la surexploitation, la pollution, pardon. La crise de l'eau est une crise réelle et elle est plus proche de nous qu'on pourrait penser, mais au moins elle est présente dans le débat public et c'est quelque chose qui est remonté souvent dans nos discussions, qu'il est vraiment nécessaire d'agir maintenant. Mais nous avons également pu constater que cette pression de la privatisation et des sociétés participant à la production d'énergie ou les industries ou la consommation mondiale peuvent être contrôlées.
Parce que, comme ont dit les intervenants nous ont dit non seulement comment ils luttaient, mais ont également parlé des actions qui sont envisageables pour proposer des alternatives. Un mot que j'ai retrouvé souvent, c'était public, démocratique, proche des communautés, et également ce besoin d'une vision commune sur la manière dont nous voulons gérer et utiliser l'eau. Donc, la programmation, la planification, avec une décision démocratique est quelque chose qui est absolument nécessaire. Ce n'est pas facile, bien entendu, c'est une tâche ardue, ça c'est clair pour tout le monde. Nous avons vu qu'il y a énormément d'intérêts qui sont en jeu, des entreprises privées qui ont un pouvoir immense, des États qui ne mettent pas vraiment en œuvre des outils démocratiques, comme a indiqué notre collègue grec, des référendums qui ne sont pas respectés. Mais en même temps, je pense que il y a énormément de choses qui ont été dites aujourd'hui et cela nous servira à préparer un rapport, un procès-verbal de ce qui a été dit aujourd'hui. Nous avons également enregistré les sessions. Nous allons également essayer de les enregistrer en différentes langues pour pouvoir permettre une meilleure compréhension pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais ou le français. Je crois qu'il y a également des dates concrètes que Mira a mentionnées. Le forum alternatif qui aura lieu à Dakar, comme nous a indiqué tant mieux 2 fois notre collègue du Sénégal, ou le sommet des Nations Unies sur l'eau de 2023 qui s'approche à grands pas. Donc, il y a des réunions où nous pouvons poursuivre ce débat sur les stratégies communes à envisager et présenter une vision globale. Je voudrais partager avec vous les derniers mots qui disaient que la lutte continue et je pense que c'est la meilleure manière de conclure. C'est la meilleure position qu'on peut occuper. Nous savons que nous sommes là. Il y a énormément de personnes disposées à faire changer les choses, mais c'est maintenant qu'il faut le faire et nous savons que c'est nécessaire. Quelque chose d'urgent du point de vue social, du point de vue écologique. Donc, comme je disais, la lutte continue. Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants à ce panel. Nous avons également travaillé énormément dans les 2 sessions préparatoires antérieures pour la table ronde d'aujourd'hui. Je tiens à remercier particulièrement Pablo qui a fourni un travail immense pour pouvoir nous apporter le meilleur pour cette session. Et comme d'habitude, je tiens également à remercier tous les collègues qui se trouvent dans les coulisses et qui ont rendu possible cette réunion à distance. Et puis finalement, à nos interprètes, un grand merci pour leur travail, d'avoir permis de surmonter la barrière linguistique et que nous puissions nous comprendre. Merci à tous, à nouveau. Restez en contact les uns avec les autres et nous vous ferons parvenir également les résultats de cette réunion
le plus tôt possible. Voilà. Bonne soirée à tous et je vous souhaite encore d'avoir d'agréables heures devant vous avant d'aller vous coucher. Voilà. À demain pour ceux qui reviendront demain. Gracias, ευχαριστούμε πολύ. Ciao. Ciao.